ce bras, il est vraiment chouette, etc. Il me dit, écoute, je suis allé en Inde chercher des tissus très très rares, et dans le temple où je suis allé, je me suis fait attaquer par un tigre qui m'a mangé la moitié du bras, donc maintenant pour continuer, je suis obligé de m'affubler de cette prothèse, pour pouvoir continuer à coudre. Et donc, on a là l'exemple parfait de ce personnage qui vit, en fait, et il a raconté son histoire sur Internet. Du coup, il est obligé de venir en convention maintenant avec son bras mécanique pour expliquer, pour faire la continuité de ce qu'il voit sur Internet. Vous l'avez cru, son histoire de tigre? Bien sûr. Vous voulez dire avec sa prothèse mécanique en mousse? Non, mais il pourrait avoir perdu son bras autrement. Oui, mais en fait, oui, il aurait pu. C'est bien de faire du fantastique, mais alors là, moi j'y crois pas. Hein. Pour le coup, c'est clairement fantastique. En Inde, un tigre. C'est fantastique. Hein? Pour le coup, c'est clairement fantastique à inventer. Mais c'est ça ce qu'on aime bien. Enfin bon. Et la question comme on l'a vu, rapidement, le steampunk c'est d'abord et avant tout une machine à recycler. Alors on va recycler effectivement directement des objets, le recyclage on en a parlé tout à l'heure. Alors là c'est l'atelier rangé cette fois-ci de Vincent Futura Vapeur avec ses créatures gigantesques. C'est aussi une machine à recycler l'histoire et la littérature. Là, vous voyez ici la couverture de la trilogie de la Lune, dont le premier tome est La Lune seule le sait. On s'est amusé à jouer avec les codes de la littérature, les personnages Jules Verne. Il arrive d'avoir aussi Sherlock Holmes qui rencontre son créateur Conan Doyle. On joue aussi avec l'histoire. Ça, c'est Keith Roberts Pavan, c'est une histoire qui se passe dans les années 60 et dans laquelle, des centaines d'années auparavant, l'invincible armada espagnole a réussi à conquérir l'Angleterre. Et donc l'Angleterre est devenue catholique. Et donc le pape a dit, puisque les Anglais m'ont résisté, maintenant toute la technologie qui sera en Angleterre, je vais la valider moi-même. Et donc dans les années 60, en Angleterre, il n'y a pas de route, parce que ça sert à faire des déplacements de troupes. Il n'y a pas non plus de béton, parce que le béton, ça sert à faire des murs, et les murs, ça sert à se rebeller. Et donc on est dans une Angleterre des années 60, avec encore des sortes de conquistadors qui sont des bandits de grand chemin, et toutes les communications se font avec des petits trains à vapeur qui cahotent comme ça sur des routes faites de briques et de bois. C'est aussi une machine à recycler sa propre culture. Et on a deux exemples. James Heng, qui est ici, qui lui va imaginer, qui est un Chinois, qui va imaginer ce qui se serait passé si la révolution industrielle avait eu lieu dans son pays. Et on a aussi à côté un vaporiste japonais qui en fait a recyclé son héritage culturel japonais avec ce samouraï steampunk. Et puis, alors bien sûr, toute la pop culture y passe, parce qu'on peut tout steampunkiser. Donc on a une super Ariel petite sirène steampunk, des jeux vidéo avec Link de Zelda, et puis bien sûr un super Batman avec sa fière moustache. Et si vous allez dans internet, sur Google, et que vous googlez Steampunk Star Wars, Steampunk Guerre des Étoiles, vous allez en avoir ribambelle. Et comme le steampunk est encore assez récent, la question que tout le monde se pose dans la communauté steampunk, c'est est-ce que mon petit truc à moi qui est le steampunk va devenir grand public? Est-ce que le steampunk va devenir vraiment mainstream? Est-ce que je vais avoir des robes à engrenages chez Pinky? Et bien, certains y ont cru au départ. C'est en 2013. 2013, ça c'est juste l'entête de la très sérieuse étude d'IBM. IBM avait un groupe de recherche qui cherche à établir toutes les prochaines tendances. Ils ont tout analysé, ils ont analysé les Facebook, les Twitter, ils nous ont dit 2013, le steampunk, prochain truc à la mode, exactement comme en 1987. Prochain truc à la mode, vous allez voir, il va y en avoir partout. On y a cru. J'avoue, on y a cru. Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir vendre plein de livres. Et en fait, on y a cru parce que généralement, les grandes tendances peuvent venir de la haute couture. Et là, on a Prada qui a qui nous a apporté une esthétique un peu, pas victorienne, mais un peu édouardienne. On commençait à avoir les goggles qui arrivent, etc. La même année, on a Louis Vuitton qui nous a fait un défilé avec cette énorme locomotive qui est pas là au début en fait. Vous pouvez voir sur internet
le hangar s'ouvre, la locomotive arrive pleine de vapeur, et puis les sacs, les demoiselles portant des sacs tournent autour de la locomotive. Alors on est pareil dans un design un petit peu plus tardif, un peu années 20, mais bon, il y avait ce feeling, on s'est dit on est dans un rétro, pas années 80, pas années 70, on avait l'habitude. Voilà. Et la même année, un peu plus tard, il nous arrivait un truc horrible. Il nous est arrivé Justin Bieber. Et là, Justin Bieber, il a fait un clip steampunk. Alors, le pauvre Justin, c'est pas lui qui a choisi. Hein. Et on lui a dit, tu viens, tu danses, tu fais ton truc. C'est une reprise des Jackson 5, ou de Michael Jackson, je sais plus. Santa Claus is Coming to Town. Et en fait, c'est un clip qui est censé clore un film, un dessin animé de Noël. Et donc l'esthétique steampunk se prête vachement bien à tout ce clip parce qu'en fait, ça se passe dans l'usine à cadeaux du Père Noël. Vous avez les lutins qui sont là derrière avec les goggles, vous avez des automates hyper bien faits. Si vous n'aimez pas Justin Bieber, vous pouvez regarder le clip en coupant le son. Et là où le directeur artistique a été assez finot, c'est que tout le costume de Justin Bieber et d'autres costumes ont été vraiment produits par des artisans et des artistes de la communauté steampunk. Donc au moins ils ont fait cet effort-là. Alors là où on a vraiment sombré, c'est en arrivant, là on s'est dit, on avait tout eu, je vous ai parlé de Kaito tout à l'heure avec son site internet, on s'est dit quand est-ce qu'on va avoir notre reality show steampunk, quand est-ce qu'on va mettre plein d'artistes avec un ego surdimensionné dans une même maison pour qu'ils puissent se taper dessus. On l'a eu sur une chaîne câblée américaine, ça s'appelle Steampunk, 10-12 artistes qui ne sont pas hyper connus en plus pour leur travail, mais qui ont une tête comme ça, ont été mis dans une maison et le truc c'était par groupe, ils devaient retaper la maison, ils devaient faire la première semaine refaire la salle de bain, la deuxième semaine faire la chambre à coucher, la chambre d'amis, etc., etc. Alors comme ça arrive souvent quand on met des artistes sous pression, voilà, le résultat n'a pas été génial. Ça s'est rapidement concentré sur le drama entre les personnages, entre les égos surdimensionnés. Parmi les juges, il y avait Kaito, donc pour le coup, les juges étaient des gens hyper connus dans la communauté. Donc on s'est dit, bon voilà, notre passion a été totalement dévoyée pour le coup. Et puis, ça s'est passé vraiment la même année, 2012-2013, on a ça. Et ça, j'ai été voir encore vendredi, vous pouvez retrouver ça sur internet. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres, où vous avez 2h30 d'extase steampunk, hyper bien fait, hyper chouette. Je vous invite vraiment à regarder, ça commence par le sol du stade qui s'ouvre en forme d'engrenage, et puis là il y a plein de chars comme ceux-là qui sortent, il y a des machines, il y a des insectes gigantesques qui sont faits toutes de vapeur et de métal, et donc on s'est dit ouf, on peut quand même faire du steampunk mainstream bien, parce que je pense que plus de gens qui ont vu cette cérémonie de clôture que le clip de Justin Bieber et le drama juste avant. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le steampunk c'est tout ça. On espère que ça va être plein d'autres choses bientôt. On attend, je vous l'ai dit, toujours notre cinéma. On attend on attend un renouvellement. Là, ça commence à vraiment s'internationaliser. Quand on va dans des conventions steampunk, notamment Anno 1900 au Luxembourg, on voit vraiment la diversité. On voit les gens, les costumes qui sont au premier coup d'œil, on voit les costumes français, on voit les costumes allemands, on voit les costumes suisses, avec des vraies caractéristiques locales qui sont très distinctives. Donc on est hyper content, on attend ce renouvellement, et ce renouvellement il peut du coup aussi venir par vous, parce que le truc, c'est que maintenant que vous connaissez le steampunk, on attend de voir ce que vous allez en faire. Si vous voulez découvrir un petit peu plus le steampunk, c'est un peu loin d'ici, mais je vous invite vraiment à venir à Mons le 1er décembre, à Mons en Belgique. 1er décembre, la frontière belge, la frontière française, c'est une journée, ça s'appelle Uchronicité, c'est une journée steampunk avec toute la diversité du steampunk concentrée en une fois. Là où quand vous allez dans des conventions, vous retrouvez des artisans, enfin des vendeurs de chinoiseries et des choses que vous allez pouvoir payer moins cher sur internet. Là pour le coup, les organisateurs du Chronicité, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent toute l'année à aller de marché artisanaux en marché artisanaux pour aller sélectionner eux-mêmes les artisans et s'assurer que
d'une, tous les 2 ans, toute la convention soit renouvelée, et deux, que vous ayez des produits de super qualité et des vrais costumes faits par des costumistes. Et je vous invite également, d'ici quelques minutes, quand j'aurai répondu à vos questions si vous en avez, de venir faire un petit duel de thé sponsorisé par la Fédération française de duel de thé, parce qu'on a une fédération française de duel de thé et de duel d'ombrelle également. Pardon ? Parce qu'on a les Belges et on a Francophone, la oui. Nouvelle-Calédonie, et ça c'est... La Nouvelle-Calédonie. Bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas français ? Mais francophone. Et on a La les France. Belges. On a les Belges. Et on a les Belges. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions maintenant ? N'hésitez pas. La première question, c'est la plus dure. Ah voilà. Je sais pas, quand je vois des films de Miyazaki comme Nausicaa, La Vallée du Vent, Le château ambulant. Château ambulant, il y a quand même aussi Il y a beaucoup de... quelque chose qui fait penser au style. Exactement, ouais. Il y en a aussi, comme on dit. Il y en a dedans, ouais. Le château ambulant, clairement. Donc, ouais, Miyazaki faisait du steampunk sans en connaître le mot. Le steampunk, c'est né dans les années 80. Ah, je ne vous ai pas parlé de Jules Verne. Je vous parlais de Jules Verne. Je termine là-dessus. Jules Verne, nous, on fait le steampunk, ça fait partie d'un grand mouvement qu'on appelle le rétrofuturisme. C'est être au XXIe siècle et d'aller réimaginer une époque du passé en lui apportant par exemple une technologie qui est totalement anachronique. Qu'on a parlé du steampunk, mais avant le steampunk, il y avait le clockpunk, qui est, si vous regardez, il y a eu un... Vous pouvez voir le film Stardust avec De Niro, ou les nouvelles adaptations des Trois Mousquetaires, avec des zeppelins qui marchent à on ne sait pas quoi d'ailleurs. Ça, c'est cette esthétique du 17-18e siècle, avec une technologie totalement anachronique, mais en un steampunk. Et après le steampunk, on a aussi le dieselpunk, et les années 60 avec l'atompunk. Et puis plein de sous-genres, mais bon, ça serait trop compliqué d'en parler succinctement. Donc ça, c'est le rétrofuturisme, c'est d'être vraiment aujourd'hui et d'imaginer une autre époque. Jules Verne, lui, il était à son époque, au 19e, et avec toute la technologie qu'il avait, toute la connaissance qu'il avait à l'époque, il faisait une sorte de science-fiction, d'anticipation, d'imaginer plus ou moins le futur, plus ou moins proche. Et le truc qui est compliqué, c'est que les deux esthétiques et les deux technologies coïncident vraiment, parce qu'il avait une grande imagination, et peut-être que nous, on en a moins, donc on réimagine suivant cette esthétique de Jules Verne, mais la difficulté, c'est de dire qu'effectivement, comme les deux esthétiques et les deux technologies coïncident vraiment, on pourrait se dire Jules Verne fait du steampunk, mais en fait pas vraiment. Mais pas du tout. Enfin, pas vraiment. C'est de la science-fiction. Oui, alors j'ai discuté avec un spécialiste de Jules Verne qui m'a dit que j'avais tort, Ah ouais. parce que Jules Verne a réimaginé quelques années plus tard la guerre de Crimée en y mettant des sous-marins. Et donc du coup, comme les sous-marins n'avaient pas du tout... c'est un texte pas très connu, et en fait les sous-marins n'existaient pas du tout à l'époque. Et donc on pourrait considérer qu'il en a fait quand même du coup. Des questions ? Si vous êtes trop timide, je pourrais répondre à vos questions. Ouais. Si ça vous a donné envie, tous les livres dont parle Arthur sont à l'étage pour les adultes, ici pour les ados, les jeunesses, et puis il y a tout un renouveau, comme disait Arthur, dans la littérature de jeunesse, où c'est des saupoudrages dans la BD, notamment dans les livres pour les 10-12 ans, où il y a des éléments de magie. Voilà, on est vraiment dans des esthétismes steampunk et magique. Il y a tout ce volet du steampunk magique qui est vachement exploité dans la littérature jeunesse en ce moment. Ouais. Un nouveau qui vient par là aussi. Bon, si c'est bon pour vous, il nous reste à remercier Arthur. Merci à vous. Voilà, merci. Et je vous invite, on va faire une petite pause et puis restez avec nous, on va faire des duels de thé. Et donc,